bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors premier week-end, vous avez pu un petit peu profiter, je pense, comme beaucoup de personnes, des terrasses, des restaurants, du cinéma, j'en sais rien, enfin bon, de tous ces trucs-là. Je pense que vous avez vous aussi été surpris du monde qu'il y avait. Vous vous pensiez un peu isolé en ayant une bonne idée d'aller dans un endroit un petit peu reculé, et finalement non. Il y avait aussi du monde. Bon, ça c'était plutôt ma situation. Bref, le podcast du jour, on va parler de boissons énergisantes, de Nutri-Score et de produits light, et on terminera par une question d'un auditeur sur justement est-ce que, comme vous avez vu sur la vignette, droguer sans le savoir. Donc on parlera de ça en fin d'émission. La première chose que j'avais envie de voir avec vous, c'est justement cette notion de Nutri-Score. Bon, on va en parler tout de suite. Avant de démarrer, j'avais juste envie de vous présenter en fait le contenu que j'ai fait ce week-end. Encore une fois, c'est un contenu, et là je suis toujours dans ma série, vous savez, la longue série Anatomie que j'ai appelée Anatomie, mais je prétends pas faire des dessins d'anatomie ou de vous faire des cours d'anatomie hyper complexes. Non, le but de cette série, c'est de vous apprendre et de vous orienter un petit peu par rapport à vos choix de mouvement, mais également à vos points faibles. Par exemple, si vous avez un point faible, là pour le coup, pour ce week-end, c'était les épaules. Donc pas forcément les épaules dans leur globalité. Vous pouvez avoir un super bon avant d'épaule, mais pas un bon arrière ou portion moyenne, enfin moyenne latérale des épaules. Et donc du coup, de savoir quels sont les exercices que vous pouvez faire pour corriger ça. Évidemment, le risque de blessure, etc. Tous les exercices, disons que j'ai mis en avant des exercices par faisceau, donc avant, arrière et milieu, on va dire, des épaules, et donc du coup, ça vous permet de pouvoir identifier en un claquement de doigts, on va dire, quels sont les faisceaux des épaules que vous allez recruter en fonction des machines que vous décidez de faire en salle de sport ou même des mouvements que vous décidez de faire à la maison. Et ça vous permettra instantanément, par rapport à votre programme, de savoir si vous encouragez pas votre point faible et que, donc le but c'est vraiment ça, c'est de devenir le plus autonome possible. Je pense que on a tous cette envie et ce besoin-là de se sentir de plus en plus autonome vis-à-vis de tout un tas de choses, et l'entraînement en fait partie. Et là, l'idée, c'est qu'en fonction des programmes que vous allez avoir, vous allez pouvoir savoir exactement ce que ça va solliciter. Donc, on va voir les placements, tout ce qui peut avoir un lien avec le développement des épaules pour les faire grossir, pour les muscler, les définir, etc. Et donc voilà. Et d'ailleurs, vous allez voir qu'en introduction, le petit texte que j'ai mis en introduction m'a fait tellement sourire que j'ai pas résisté à le mettre dans la fiche de la formation. C'est une étude qui a été faite. Alors il y a toujours des études comme ça, moi, qui me font sourire, mais qui sont assez révélatrices et assez paradoxales par rapport à la croyance populaire. C'est une étude, alors je vais vous dire tout de suite d'où elle vient. C'est Processing of the National Academy of Science of the United States of America, PNAS. Et en fait, dans cette étude, ils ont fait quelque chose d'assez original. Ils ont demandé à des femmes si elles préféraient chez les hommes plutôt. En fait, dans l'étude, ils ont montré plusieurs images d'hommes nus. Et avec plusieurs carrures, des grands, des larges, d'épaules, etc. Et aussi avec une taille de pénis différente. Et pour les résultats de l'étude montrent que les femmes préfèrent pour 80% des physiques chez les hommes avec des épaules larges, contre 5,1% préfèrent la taille, donc la taille, une grande taille, pas une taille standard normale, mais une grande taille, et seulement 6,1% pour la taille du pénis. Donc, alors que beaucoup d'hommes comment on appelle ça,
sont gênés ou alors ont des doutes, etc. Je vous le dis tout de suite, vous pourrez pas travailler sur la taille de vos bijoux de famille, mais par contre sur la largeur d'épaule vous pouvez le faire, et tant mieux parce que ça pèse pour 80% dans la balance au niveau attractivité, en tout cas chez les femmes. Voilà, moi je trouvais ça sympa de partager ça, c'est drôle et ça remet un petit peu les choses dans leur contexte par rapport aux croyances qu'ont beaucoup d'hommes actuellement. Et d'ailleurs, il y avait également ça j'en parlerai peut-être dans un autre épisode par rapport à ça, donc la taille du pénis à l'ère je peux dire gréco-romaine, mais dans la Grèce antique, et de voir parce que beaucoup de personnes se disaient mais c'est marrant, ces athlètes là qui sont sur les statues et tout, ils ont toujours des petits pénis quoi. Pourquoi? Et en fait il y a un lien en fait entre celui qui en avait une grosse, entre guillemets, c'était limite un pêcheur, etc. Alors que celui qui en avait un petit, c'était bien vu et il fallait le mettre en avant. Bref, je vous simplifie le truc, mais j'en parlerai dans un autre podcast. C'est dans un vieux livre qui a été traduit. Et je vous en parlerai. Bref. Donc voilà, donc si vous avez envie de développer vos épaules, agir sur quelque chose que vous pouvez faire grossir et pas agir sur quelque chose qu'on vous dit que vous pouvez agir via des mails spam que vous retrouvez dans votre boîte de courrier, allez voir le lien. Donc là les thématiques c'est simple, hein, comment prendre de la masse au niveau des épaules, comprendre en 5 minutes l'anatomie des épaules et le rôle de chaque faisceau, comment assurer une bonne santé des épaules lors des mouvements de musculation, quels sont les exercices de muscu les plus efficaces afin de travailler correctement ses épaules. Après on voit les épaules larges ou étroites, les solutions pour bien vous entraîner, et comme j'ai marqué inclus, il y a le programme PDF et la vidéo explicative. Donc voilà, vous pouvez aller voir ça, le lien est dans les notes du podcast, et on démarre l'épisode avec le premier sujet qui est: les producteurs d'Occitanie s'inquiètent de l'impact du Nutri-Score. Donc pour rappel, le Nutri-Score, je vais essayer de vous le définir, je vais taper directement définition Nutri-Score, de manière à pouvoir vous dire ce que c'est. Donc c'est sur le site mangerbouger.fr. Alors ils disent: pour rendre plus lisible et compréhensible l'étiquetage nutritionnel, un logo peut désormais être apposé sur les emballages conçus dans le cadre du programme national nutrition santé. Le Nutri-Score fait ainsi progressivement son apparition dans les rayons explications. Bon, alors obligatoirement sur tous les aliments préemballés, le tableau des valeurs nutritionnelles est bien souvent difficile à décrypter pour les consommateurs. Valeur énergétique des produits, teneur en graisse, sel, graisse saturée, glucides, sucres, protéinés, etc. 100 grammes ou 100 millilitres de produits. Donc ok. Donc et on voit. Est-ce qu'on peut voir le Nutri-Score grâce à une lettre et à une couleur informe les consommateurs? Bon, ça on sait. Donc plus la lettre est plus la lettre est proche du A, mieux c'est, et inversement, plus c'est proche du E, moins bien c'est. Vous avez également la couleur, le rouge pour les mauvais scores, le vert pour les bons scores. Donc c'est nuancé entre le vert et le rouge en passant par le jaune et le orange. Donc comment est calculé le score d'un produit? Alors, pour classer chaque produit, il parle en nutriments et aliments à favoriser, fibres, produits, fruits, légumes, et nutriments à limiter, énergie, acides gras saturés, sucre et sel. Après le calcul, le score obtenu, voilà, bon, bref, et puis ça donne un score. Et en fait, là, l'article que j'ai récupéré, donc vous aurez la source également dans les notes de l'émission. Là, il parle des producteurs d'Occitanie s'inquiètent de l'impact du Nutri-Score. On pourrait se dire, mais pourquoi? En fait, tant mieux, puisque s'ils ont une bonne note, les producteurs, donc quand on associe producteurs, région, on se dit c'est des produits plutôt sains. Pourquoi ils pourraient s'inquiéter du Nutri-Score? Puisque justement, on pourrait se dire naïvement que ces petits producteurs qui utilisent des produits sains et bruts et naturels et tout pour vous proposer des aliments, et ce qui est souvent le cas d'ailleurs. Ce sont souvent, quand c'est des produits de petits producteurs comme ça, c'est souvent moins transformé, etc. Et pourquoi ils s'inquiètent en fait de ce Nutri-Score? On pourrait penser qu'ils vont avoir un bon score. Et bien en fait non, parce que pour faire évoluer positivement le Nutri-Score, l'idéal c'est d'enlever les matières grasses, d'écrémer le lait et de supprimer le sel. Or, quand vous supprimez le sel d'une recette par exemple, il faut rajouter des conservateurs, ce qui est interdit par le cahier des charges AOP,
Donc vous savez les espèces de tampons là, les labels entre guillemets, je sais pas comment on appelle ça, mais sur les produits du terroir et tout ça. Donc nous sommes obligés de conserver nos recettes, c'est d'ailleurs l'essence même des labels en général. Donc en fait vous voyez bien le paradoxe qu'il y a pour des produits qu'on devrait encourager, donc c'est-à-dire des produits de proximité. Vous habitez en Normandie, des produits qui se fabriquent proche de chez vous. Vous habitez en Occitanie comme chez moi, des produits qui se font proche de chez vous. Alors attention, je dis pas que ces produits-là sont des produits magiques qui vont vous faire maigrir, qui vont vous mettre en bonne santé, tout non. Il y a des produits où il y a du sel, où il y a du sucre, où il y a des graisses saturées, où voilà, des fois il y a des protéines de mauvaise qualité, etc. C'est pas ça la question. La problématique qu'il y a là, c'est qu'en fait, ils démontrent que eux, ils ont un cahier des charges pour avoir ce label, et que, en fait, pour rentrer dans le côté positif du Nutri-Score, il faut qu'ils suppriment le sel et tout, et qu'ils mettent d'autres choses à la place. Donc, du coup, qui rendent plus transformés des produits qui étaient plus bruts. Donc, vous voyez bien, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc, c'est-à-dire que le Nutri-Score, dans certains cas, je dis pas dans tous les cas, dans certains cas, le Nutri-Score encourage ceux qui fabriquent des produits à les transformer parce qu'en fait, vu que ça se base sur graisse, sucre, sel, qui reste finalement les graisses. C'est un produit de base, hein. Quand je vous parle des graisses, donc que ça soit saturé ou autre, peu importe. La graisse animale, la graisse végétale, c'est toutes ces graisses-là, l'huile de coco, l'huile d'olive et tout, ça reste des matières grasses. Et si vous avez un score élevé en graisse, et vous avez déjà dû le voir d'ailleurs sur des Nutri-Score, des fois vous voyez des trucs, des produits naturels. Alors attendez, on va voir tout de suite. Est-ce que je peux le voir si je fais ça? Excusez-moi, c'est pas très agréable pour ceux qui écoutent, mais je vais essayer de voir. Alors, il n'y a pas tous les produits. Malheureusement. Alors, la Direction générale de la santé propose afin de mieux prendre en compte les qualités des huiles d'olive, de noix et d'Inde, puisse désormais bénéficier d'un C au Nutri-Score. Donc, vous voyez que par exemple, l'huile d'olive, elle a un score, elle a pas un A. C'est quand même fou. L'huile de colza, c'est pareil. Les huiles d'olive et de noix étaient jusqu'à présent classées D selon le Nutri-Score. Et là, ils bataillent pour avoir un C. Est-ce que vous voyez là où je veux en venir ? Est-ce que l'huile d'olive mérite un C ou un A ou un D? Et par contre, je vais mettre, je sais pas, je tape, excusez-moi, hein, je tape en même temps. Qu'est-ce que je pourrais trouver? Voilà. On va avoir chez Danone, un yaourt nature bio qui va avoir un Nutri-Score A. Donc, comment on peut avoir un Nutri-Score A chez un yaourt, dans un yaourt nature Danone, et un Nutri-Score D ou C pour de l'huile d'olive? On est tellement loin. Et d'ailleurs, là, j'ai même le yaourt nature top budget de chez Auchan. Alors, je sais pas si c'est top budget, vous savez, le premier prix où vous avez le pouce levé, là, le logo avec le pouce levé, qui a un Nutri-Score A. Je commence quand même à avoir un tout petit peu de bouteille dans la compréhension de la nutrition, et avec toutes les études que je lis et tout ça. Je trouve ça étrange qu'on puisse avoir, et on a, pareil, taille fine 0% qui a un Nutri-Score A. Et l'huile d'olive, on est toujours sur du C ou du D. Donc vous voyez bien, là je vous ai pris des exemples simples, mais vous voyez bien qu'il y a comme un problème dans l'hyper simplification. Et moi, j'en parlerai jamais assez, mais on peut pas on est dans un monde où on veut tout simplifier. C'est-à-dire que pas besoin de suivre des formations. Moi, je vais sur Google, je trouve les trucs. Beaucoup de personnes se disent ça, mais finalement, ils cherchent des raccourcis. Et le Nutri-Score reflète exactement ce raccourci. Je dis pas que c'est pas bien, je dis juste que c'est embryonnaire et qu'aujourd'hui, il faut le développer. Il y a des applications, des startups indépendantes qui sont plus performantes en termes de scannage et qui sont pas parfaites, hein. Elles ont aussi leurs problèmes, mais qui sont plus pointues. Je pense que le Nutri-Score devrait réussir à... Alors, il y en a qui vont dire oui, mais c'est parce qu'il y a les industriels derrière qui poussent et tout. Non, mais en fait, c'est ceux qui ont le plus de sous. Hein. Ceux qui ont le plus de sous, ils savent rebondir face à ceux qui en ont moins. D'accord, mais le but, c'est quand même d'essayer de trouver quelque chose de cohérent. Et par rapport à ça, là, à cette histoire de Nutri-Score, dites-vous bien qu'à terme, des produits régionaux
qui était fait certes avec des matières grasses parfois animales un peu riches, etc., qui était fait parfois de temps en temps avec du lait entier ou du lait frais ou autre, au lieu de lait écrémé et tout ça, avec un peu de sel ou un peu de sel de Guérande ou de fleur de sel ou autre. Et à terme, ces produits-là vont devenir transformés. Pourquoi ? Parce qu'ils doivent coller, s'ils veulent avoir un bon Nutri-Score, donc potentiellement un bon atout marketing. Parce qu'il faut se dire une chose, c'est que je crois que c'est je sais plus quand, mais dans quelques années, là, 2022, je sais plus si c'est 2022 ou 2025, j'ai cru lire que ça allait devenir probablement obligatoire, ce Nutri-Score. Attendez que j'ouvre le lien pour vous dire exactement. Ah voilà, ils le disent sur l'article, c'est La Tribune, l'affichage obligatoire du Nutri-Score sur tous les emballages de produits d'ici à 2022 irrite les producteurs occitans. Donc voilà, d'ici 2022, tout sera labellisé. Donc, labellisé, tamponné par ce fameux truc feu vert, feu rouge, en gros, quoi. Donc, dites-vous bien une chose, c'est que vous, qui écoutez le podcast, vous n'allez pas être impacté. Pourquoi ? Parce que vous avez quand même des notions, et on aura beau vous dire sur un paquet de chips ce que c'est Nutri-Score A. Alors certes, si vous avez besoin de faire un apéro, vous allez plutôt prendre le A que le C, ou le D ou le E. Mais vous, fondamentalement, c'est pas parce qu'on va vous foutre un truc A sur un paquet de chips que vous allez en bouffer à tous les repas dans votre diète. Mais par contre, pensez au grand public. Vous savez, le grand public, c'est les gens qu'on ne voit jamais. C'est les gens qui donnent ces scores dans les études qui vous correspondent jamais. C'est ça le grand public. Donc ce sont des gens qui existent. On ne sait pas où ils sont quelque part, mais ils existent. Ce sont les gens qui s'intéressent pas à la nutrition forcément, qui ont d'autres centres d'intérêt et tout ça. Mais en tout cas, ces gens-là existent bien. Et eux, par contre, ils vont être impactés par ça, parce que quand ils vont voir sur un pot de pâte à tartiner, sur un paquet de céréales pour les enfants, ou des paquets de chips, ou n'importe quoi, ils vont voir du A, donc ils vont acheter, et quand ils vont passer devant de l'huile d'olive et qu'ils vont voir du C ou du D, ils vont dire « Ah non, moi je vais pas prendre d'huile d'olive, je vais plutôt peut-être prendre la petite margarine, ou enfin je sais pas si la margarine a encore bonne presse, mais ils vont se tourner vers des aliments, et donc du coup ils vont rentrer dans une forme de simplification de la nutrition, donc se détacher de la compréhension, et je pense que c'est pas forcément une bonne chose. Et pourquoi je dis ça ? Alors c'est pas pour sauver les produits de la région, c'est pas mon combat, même si j'aimerais qu'il y en ait plus, mais c'est juste pour montrer que ce genre d'aliments, vous savez, les petits producteurs de votre région et tout ça, en général, c'est quand que vous les consommez. C'est rarement au quotidien. C'est plutôt, vous allez faire un marché proche de chez vous. On a la chance en France d'avoir encore des marchés d'ailleurs. C'est pas le cas dans beaucoup de pays. C'est quand vous allez aller dans une petite épicerie fine et que vous allez tomber sur un truc. Donc ça va être souvent pour le week-end, vous prendre des petits produits un petit peu plus gras, un petit peu plus salés et tout. Mais vous savez qu'ils sont faits, déjà vous savez que vous allez nourrir un producteur local en lui achetant ses produits, vous avez une forme de conscience. Il y a un peu de sel dedans, c'est pas grave. Vous achetez des caramels au beurre salé le week-end pour vous faire plaisir, il y a du sucre, il y a de la graisse, il y a du sel, ok. Mais est-ce que vous préférez celui-là qui est brut, ou est-ce que vous préférez celui où il y a une liste d'ingrédients de 50 ? Moi, personnellement, je préfère le produit brut, même s'il y a du sucre et s'il y a du sel et s'il y a... Enfin voilà, parce que je sais que c'est un aliment très ponctuel qui va intervenir dans mon régime sous forme de l'ordre de 1% et encore 0,5% peut-être, donc je m'en fous. Mais par contre, les forcer à changer, en fait, c'est là où ils sont pris au piège, c'est que les forcer à changer, ces gens-là, à coller au Nutri-Score, ils perdent leur fameux label et leur recette originale. Donc du coup, est-ce que ce serait pas un peu, entre guillemets, le Nutri-Score pourrait faire crever des recettes qui se transmettent de génération en génération dans des petits, enfin pas commerces, mais chez des petits producteurs. Donc voilà, je pensais que dès que ça touche à la nutrition et tout ça, je trouve ça important, surtout quand c'est prétendu être pour orienter les gens à manger plus sainement. Et je trouve qu'aujourd'hui, en fait, ce qu'on essaye simplement de faire, c'est de se baser sur des études. Manger trop salé, c'est mal. Manger trop gras, c'est mal. Manger trop calorique, c'est mal. Donc du coup, on s'est dit, tiens, comment on peut axer le travail pour changer ça ? Donc c'est un raisonnement, en fait, où il faut réduire le sel, mais peu importe ce qu'on met à la place du moment qu'il y a moins de sel. Donc on va mettre des choses qui vont apporter un goût salé sans que ce soit salé. Donc c'est pas forcément des choses saines. On va chercher à réduire les calories, quitte à rajouter ou les sucres par exemple, quitte à rajouter des sucres de synthèse ou des édulcorants. On va chercher à
comment dire, à alléger en matière grasse, donc on va enlever les graisses saines qui, même si leur valeur calorique est élevée, comme l'huile d'olive et tout ça, comme toutes les huiles d'ailleurs, on part des choses plus aérées, etc., mais avec des graisses de mauvaise qualité. Je pense pas qu'on y gagne au change. Enfin, c'est même pas, je mange pas, moi j'en suis sûr. Mais bon, après voilà. Donc je sentais que c'était important d'en parler parce que j'entendais un discours l'autre jour qui m'a un peu perturbé. J'entendais que notre génération et les enfants que nous avons et que nous aurons seront les générations qui vivront moins longtemps que les anciens, quoi, que nos parents, nos grands-parents et tout ça, pour plusieurs raisons, notamment la sédentarité. Mais si cette nutrition là elle continue à avancer, cette nutrition en fait où la liste d'aliments augmente, vous savez, en ce moment les aliments transformés, c'est un peu la même guerre qu'il y a quelques années avec les gens qui se battaient glucides contre graisse, mais non, il faut pas arrêter les féculents, vous allez tomber dans les pommes. Enfin, vous savez, tous les dogmes qu'il y avait par rapport à ça, et où les gens disaient par contre les graisses, faut tout supprimer. Bon, aujourd'hui, tous ceux qui ont fait un régime et qui ont fortement réduit les graisses s'en souviennent encore. Ceux qui ont supprimé les glucides complètement s'en souviennent encore aussi. Et donc ces gens-là se sont bien dit bon bah il y a peut-être quelque chose de plus complexe à comprendre que simplement supprimer un nutriment, etc. Et aujourd'hui, je trouve et je pense que les aliments, en fait, ceux qui s'intéressent aujourd'hui aux aliments transformés, ils ont quelques années d'avance sur ce qui se passera. Aujourd'hui, par contre, enfin voilà quoi, Nutri-Score et compagnie. Moi personnellement, ça oriente pas mes choix, mais bon, en psychologie, on dit que si, en fait, ça orienterait votre choix et que le fait de voir un truc vert avec un score A, même si vous y connaissez un petit peu, ça pourrait orienter. Donc c'est pas pour rien parfois qu'il y a ce genre de choses dessus. Et donc c'est la suite de l'article, d'un autre article, pardon, c'est la suite du podcast avec un autre article qui s'appelle La grande confusion du consommateur face à la mention light sur les aliments. Donc je cite, ils ont d'ailleurs retrouvé les notes les sources des articles dans les notes de l'émission. Ils ont notamment découvert l'existence, alors les chercheurs, quand ils disent ils, c'est les chercheurs. Ils ont notamment découvert l'existence de raccourcis mentaux qui influencent nos choix. Par exemple, les aliments sont perçus comme plus sains dans des emballages clairs et mat. Donc je répète, les aliments sont perçus plus sains dans des emballages quand ils sont clairs, donc clair, une couleur claire, et mat. Donc vous savez, mat, pour ceux qui ont connu, donc ils disent mat plutôt que brillant. Donc pour ceux qui ont connu comme moi le fait d'avoir sa petite pellicule, vous savez, dans l'espèce de petit tube noir à bouchon gris à apporter chez le photographe pour faire développer ses photos, se souvient que quand il apportait sa pellicule, il disait au professionnel de la photo, enfin le professionnel de la photo lui disait vous voulez que je vous les développe en mat ou en brillant, et donc mat c'était cet effet un peu un peu graineux, je sais pas si on peut dire ça comme ça, il y avait un peu de grain en fait. La surface était pas complètement lisse et donc mat, et à l'inverse brillant, c'était brillant quoi, comme une vitre de téléphone bien brillant comme ça, ou mat un peu granuleux. Voilà, c'est ça le terme que je cherchais. Donc quand des gens voient un emballage mat, donc non brillant et de couleur claire, les aliments leur paraissent plus sains. Ou alors, lorsqu'ils sont servis froids plutôt que chauds, c'est pareil, c'est perçu plus sain. Donc un aliment froid est perçu plus sain qu'un aliment chaud. Donc imaginez si on vous dit côte de bœuf ou pâté. Est-ce qu'il y en a qui vont penser que la côte de bœuf est moins saine que le pâté? Est-ce que si on vous met, je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? J'en ai pas là comme ça qui me viennent. Mais bon bref, vous avez compris. Un plat servi froid paraît plus sain qu'un plat servi chaud. Les consommateurs évitent également les produits sains parce qu'ils estiment qu'ils sont plus chers, moins rassasiants et moins savoureux. Donc ça c'est important pour la suite. Donc je répète, les consommateurs évitent les produits sains
parce qu'ils estiment qu'ils sont plus chers, moins rassasiants et moins savoureux. Donc ça veut dire que dans les produits sains, dans la tête des gens, un produit sain est un produit de régime, puisqu'un produit sain, s'il est moins rassasiant, c'est qu'il y en a moins, donc il est moins dense. Donc c'est un produit. Dans la tête des gens, produit sain égale régime. En aucun cas, ils pensent à sain pour les cellules de leur organisme, ou leur transit intestinal, ou leur masse musculaire, enfin bon, voilà quoi. Donc il est moins savoureux, c'est pareil. Donc ça, par contre, le moins savoureux, disons que la saveur d'un produit sain, comment dire, quand vous mangez, je vais vous expliquer rapidement comment je vois les choses par rapport à l'alimentation moderne. Le côté savoureux. En fait, les gens, ils aiment avoir la certitude qu'ils vont se régaler. Donc du coup, de consommer des produits transformés avec une recette établie qui a été testée psychologiquement chez diverses personnes, enfants, vieux et tout ce que vous voulez, ils ont dit bon bah ça voilà, c'est ce qui a meilleur goût, c'est ce qui plaît le plus, les gens reviennent et tout ça. Donc il y a une recette qui est brevetée, secrète, tamponnée, validée, renouvelée, similaire dans l'intégralité des pays, etc. Et on vous propose un produit, vous avez la garantie de vous régaler, ça sera toujours la même recette où que vous alliez. Le côté savoureux quand on m'enchaînement, eh ben, vous pouvez pas le sous-traiter à des groupes industriels. C'est-à-dire que si vous achetez un produit brut, donc je vous prends typiquement, je vais prendre un cas extrême, un blanc de poulet. Le blanc de poulet, si vous le cuisinez comme un cordon bleu, donc un cordon bleu, pour rappel, vous le mettez sur une poêle aller-retour, et puis vous avez le fromage fondu, le jambon, le poulet, le machin, la panure, avec un peu de matière grasse, c'est bon au goût, tout le monde va dire c'est sympa au goût. Si vous faites le même procédé avec un blanc de poulet, une escalope de poulet, ça va pas être terrible, quoi. Enfin, je veux dire, au niveau savoureux, vous avez les... Ah, mince, je préférais mon cordon bleu. Donc en fait, le côté savoureux, quand on m'enchaînement, vous pouvez plus le déléguer. Donc c'est plus l'autre qui s'en occupe, c'est plus l'industriel, c'est à vous de vous en occuper. Donc savoureux et sain engage un apprentissage de la cuisine. Par exemple, j'avais partagé une photo sur Instagram enfin voilà, où je montrais la petite marinade que j'avais mis avec mon poulet, où je mettais du curry, du gingembre, du thym, un peu d'huile d'olive, je sais plus ce que je mettais, mais plusieurs choses, et du jus de citron, et je laissais mariner ça 2 heures avant de le cuire sur ma poêle. Bon ben voilà, le côté savoureux du poulet, c'est moi qui ai pris le contrôle. Et donc, évidemment, par simplicité, personne va faire ce que j'ai fait. Je le sais très bien. Je connais personne autour de moi, à part les parents, les grands-parents peut-être aujourd'hui, qui font des marinades, qui s'amusent un petit peu à faire ça. Il y en a qui le font, mais c'est marginal par rapport à enfin voilà. Si vous le faites, dites-vous bien une chose, vous faites pas partie de la majorité. Déjà, si vous cuisinez, si vous prenez le temps de cuisiner, vous ne faites plus partie de la majorité. La majorité ne cuisine pas. La majorité n'a pas le temps. Enfin, a tout le temps, comme dirait Étienne Klein, a tout le temps de faire autre chose que ça. Voilà. Les consommateurs pensent que, à portion égale, les ingrédients les plus légers sont plus sains que leurs homologues plus lourds, qui sont perçus comme plus caloriques. Donc vous voyez encore ce biais qu'il y a. Un aliment plus léger semble plus sain qu'un aliment plus lourd. Et... attendez, que je continue. À titre d'exemple, les consommateurs grignotent plus facilement une guimauve. Alors guimauve, pensez à ce qu'il y a à l'intérieur. Vous savez, ça c'est pareil, je vais passer pour un vieux, mais dans les bonbons que je pouvais acheter à la boulangerie quand j'étais gosse, c'était rare. Et quand j'y allais, c'est ce que j'aimais plus que tout, c'était ces nounours en guimauve entourés de chocolat au lait. Bon, ça, voilà. Et donc, c'est ça la guimauve, c'est ce qu'il y a dedans. Ou alors les chamallows. Eh ben, c'est perçu plus sain que, par exemple, du chocolat. Donc, je vous prends un carré de chocolat noir, je vous le pose sur la table, je vous mets l'équivalent en guimauve, et ben en taille, hein, pas en poids, et ben la guimauve paraîtra plus saine. Alors que d'un côté, si votre chocolat, vous mangez votre chocolat à 70%, 80%, etc., il vous paraîtra moins sain parce qu'il pèse plus lourd et tout ça. Alors que la réalité, c'est que le chocolat, moi je préfère prendre du chocolat. La guimauve, c'est du sucre, hein. Enfin, il n'y a pas de polyphénol ou quoi que ce soit. Bref. Il y avait quoi d'autre? Donc ils disent que, par exemple, une guimauve qu'un morceau de chocolat de la même taille, parce qu'ils estiment que la guimauve plus légère est moins néfaste pour la santé, cela influence également les quantités consommées, avec une tendance à manger davantage d'aliments plus légers. Et oui, donc du coup, si on extrapole ça, on vous met une pomme de terre
Et à côté, l'équivalent en taille en chips, les gens vont penser que quelques chips, ça dérange pas. Parce qu'en fait, ils sont encore enfin, c'est on, dans le sens où les personnes pas éduquées sur la nutrition, il y a ce lien entre poids de l'aliment et influence. Une courgette, on vous met une courgette et à côté on vous met, je sais pas moi, une toute petite assiette de pâtes, ou alors un steak et une petite assiette de pâtes. Si la portion de steak va vous paraître plus dense et tout, vous avez déjà entendu de toute façon ça, des gens qui vous disent oh là là non, pas de viande le soir, c'est lourd, etc. et qui s'envoient une assiette de pâtes avec du beurre et en dessert un petit morceau de fromage, mais pas de viande surtout, pas de viande parce que c'est lourd la viande. On voit bien qu'il y a cette les scientifiques disent que la science souvent contredit l'observation. Il y a beaucoup de choses qui se vérifient comme ça, et là en nutrition on le vérifie aussi. C'est que si on pouvait se contenter de se fier à ce que l'on perçoit, on ferait des choix complètement pas bon quoi en fait, parce que typiquement je vais prendre le truc plus sainement, plus simplement, mais un carré de sucre et un carré de chocolat, est-ce que les gens couleur claire en plus, bon c'est pas l'emballage mais bon ça va, est-ce que les gens vont se dire c'est pareil quoi? Est-ce que c'est pareil, ceux qui connaissent rien? Et alors que c'est diamétralement opposé. Enfin, je veux dire, il y en a un, c'est un nutriment presque brut pur, et l'autre, bon, ben voilà, c'est un produit certes transformé, le chocolat. Hein, le chocolat, il tombe pas comme ça des arbres, en forme de tablette, mais il apporte autre chose que simplement des graisses et du sucre. Il y a des polyphénols, comme je disais tout à l'heure, il y a certains minéraux et tout ça. Bref. Donc j'aime bien les études sur la psycho, moi, par rapport au grand public, comment ils perçoivent une alimentation light et tout. Et comme je vous disais, un des plus gros freins, c'est ça. Les consommateurs évitent les produits sains. Et alors ça, c'est quand même fort. Évitent les produits sains parce qu'ils estiment qu'ils sont plus chers, moins rassasiants et moins savoureux. Alors, au niveau du prix, certes, c'est vrai, hein, c'est plus cher de manger sainement, mais c'est cher de manger sainement quand tu continues à acheter ce que t'achetais avant. C'est-à-dire que si tu veux t'acheter de la viande de bonne qualité, du poisson de bonne qualité, des œufs bio, des légumes de bonne qualité, etc., mais qu'en parallèle tu ne veux pas te passer de ce que tu mangeais avant, donc potentiellement que tu continues à acheter des gâteaux. Alors je dis tu, mais c'est pas toi, hein, c'est le tu des gens de l'étude. Des céréales trop sucrées, des chips, de la charcute et tout. Ben oui, en fait t'as presque double emploi quoi. Mais par contre si tu te dis en manger sainement, c'est pas seulement ce que j'ajoute dans ma diète, mais c'est aussi ce que je retire. Il y a une forme d'équilibre qui s'installe. Certes, ça sera plus cher qu'avant les paniers de courses, puisqu'on le sait, la nourriture low cost, c'est ce qui coûte pas cher. C'est pour ça qu'il y a un gros problème. Et d'ailleurs, je sais plus où je voyais ça dans un reportage que je vous ai partagé ou quoi, mais qu'on arrive presque au bout quoi. En fait, à force de tirer sur les prix, de le low cost à tout prix, c'est-à-dire de baisser les prix, au bout d'un moment, quand vous avez un producteur qui vend à des grandes surfaces, je sais pas, ses œufs ou autres, et qu'on lui demande chaque trimestre de baisser un petit peu ses prix, sinon il sort du jeu, hein, du game comme on dit, il est obligé de baisser, donc lui se rémunère moins, les produits ils sont de moins en moins bonne qualité, il peut plus mettre de la bonne qualité dans ses produits, il a plus le budget, on lui paye pas à la hauteur de la qualité qu'il proposait, donc il baisse la qualité, mais sauf qu'à un moment donné on va pas arriver dans les grandes surfaces, ils vont pas nous donner le truc, donc la marge de progression pour réduire les prix au niveau low cost elle se réduit, donc ça veut dire qu'on est arrivé à un stade où la nutrition est vraiment de très mauvaise qualité pour les produits très peu chers, et malheureusement beaucoup de personnes regardent le prix en fait, et ça, quand les gens vous diraient ouais mais toi t'es bien mignon, moi j'ai pas le budget pour ça, mais parce qu'ils voient l'alimentation comme quelque chose, comment dire, ils mettent l'alimentation au même rang que des trucs de consommation, qu'un téléphone portable, et encore que des vêtements, non, l'alimentation c'est pas ça. L'alimentation c'est ce qui compose vos cellules, enfin ce qui va composer vos cellules. Et moi j'aime bien répéter aux gens, écoute, si tu manges mal,
certes, sur une fois de temps en temps, ça pose pas de problème. Mais si tu manges mal pendant 10 ans, dis-toi une chose, c'est que tes cellules au niveau de ton organisme se renouvellent, que ça soit ton foie, tes poumons, ton cerveau, enfin bon, voilà, il y a un renouvellement cellulaire qui se produit, ta peau, tous tes muscles et tout ça, ils se renouvellent, mais ils se nourrissent de quoi ? Ben, ça va se nourrir de micronutriments, de nutriments, et donc du coup, en fonction de ce que tu consommes, tu vas être en fait, on est composé de ce qu'on mange. Donc au bout de 10 ans de malbouffe, on est composé de malbouffe. Donc on n'est pas, enfin, c'est très simpliste ce que je suis en train de vous raconter. Mais dites-vous bien que voilà, les réactions se passent grâce à ce que vous mangez. Donc manger sainement, je trouve que c'est pas au même rang que de bien s'habiller, par exemple. Ça, pour moi, pour une personne qui voudrait tenir, pour moi, c'est la base. Ça passe avant tout, en fait, avant tout au niveau santé, l'alimentation et l'activité physique. En fait, l'activité physique, c'est différent parce que l'activité physique aujourd'hui, on se l'impose, mais elle devrait être par défaut, en fait. Ce sera le sujet d'un autre podcast. Mais j'avais un truc important à dire. Oui, voilà. Les gens ne prennent pas aussi soin d'eux qu'ils prennent soin de leur bagnole. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui, ils vont amener leur bagnole à faire réviser. Ils vont payer entre 400 et 1000 euros selon le modèle qu'ils ont et le tarif horaire du. Alors s'ils ont un Range Rover, ça va être cher. S'ils ont une Clio, ça va être un peu moins cher. S'ils ont une BM, ça va être entre deux. Enfin bon, voilà. Mais les gens n'ont pas peur de mettre des gros sous pour entretenir leur bagnole. Ils veulent l'huile de super qualité pour leur bagnole. Donc en fait, ils mettent plus d'intérêt, et sachez que je suis passionné de bagnole. Donc je critique pas les gens qui prennent soin de leur voiture, au contraire. Mais parce que derrière, quand moi je les achète d'occasion, j'aime bien qu'elles soient bien entretenues. Mais je dis ça parce que il y a ce côté où les gens n'ont aucun problème. Alors c'est plus masculin que féminin, prendre soin de sa bagnole. Mais ils ont ce biais, enfin pas ce biais, mais ce côté où ils sont capables de prendre plus soin, de mettre de la meilleure qualité dans leur bagnole que dans leur assiette. Et quand on leur dit, par exemple, moi, avec mes petites formations, mes cours, enfin mes petites, allez faire un tour, quand vous aurez vu le nombre de contenus qu'il y a, c'est comme dirait un des derniers commentaires que j'ai eu sur Google, le Netflix du fitness. C'est un peu ça, quoi. Je crois on a entre 300 et 400 formations, une nouvelle par semaine, et ça pour 10 balles par mois. Bon. Et il y en a que ça les freine. Ils ont pas de problème. Et par contre, ils ont aucun problème à mettre 10 euros de Karcher par semaine pour laver leur bagnole. Bon. Et ça, il y a quand même quelque chose derrière ça qui montre que on n'est pas, enfin, les gens n'ont pas confiance sur pourquoi en fait on prend soin de sa voiture, qu'on la lave, qu'on l'entretient bien et tout, parce qu'on a envie qu'elle dure, parce qu'on a envie qu'elle soit belle, etc. Et je pense que les gens aujourd'hui ne sont pas conscients de l'impact que peut avoir l'alimentation de bonne qualité sur un corps. Parce qu'en fait, vu qu'ils n'ont pas la version, les deux versions, c'est-à-dire une personne qui mange sainement pendant 10 ans, il va toujours se plaindre de quelque chose. Je trouve que j'ai un peu trop de gras ici, je trouve que j'ai pas une peau idéalement élastique comme j'aimerais, etc. Mais en fait, parce qu'ils ont pas la version chemin annexe qui aurait mangé pendant 10 ans mal pour comparer. Et en fait, c'est ça qui crée chez les gens, je vois pas de différence, mais tu vois pas de différence parce que t'es pas une bagnole où d'une semaine sur l'autre, tu peux l'avoir sale et propre. Mais c'est quelque chose qu'il faut juste accepter. C'est pas une personne qui mange sainement, elle sera forcément au niveau de ses cheveux, de ses ongles, de sa peau, ses dents, et ça sera mieux. Et alors il y en a derrière qui vont dire oui, mais regarde lui, il faisait tout bien et pourtant il est mort jeune. Oui, mais s'il avait fait tout mal, est-ce qu'il serait pas mort 20 ans plus jeune encore ? Moi, c'est vraiment comme ça que je vois les choses par rapport à, surtout quand il y a des personnes qui me présentent ce genre d'arguments. En fait, pour moi, ça, c'est les arguments des fragiles au niveau de la volonté. À quoi bon? Regarde lui, il fait ça, il y arrive. Ou regarde lui, il faisait tout bien et machin. Ou pour la muscu, ouais, mais quand t'arrêtes, ça pend. Ouais, mais qui t'a dit d'arrêter en fait? Enfin, pourquoi tu veux arrêter un truc qui te met en santé et qui te permettra potentiellement de gagner quelques années, quelle que soit ton espérance de vie de départ, quoi. Ça te fera toujours gagner que perdre, en fait. Bon, sauf si tu fais du bodybuilding de haut niveau, mais on n'en est pas là, quoi. Bref. Bon, la petite question de l'auditeur, et puis je vous laisse, parce que j'ai du travail.
Salut Théo, je viens d'écouter ton podcast sur les édulcorants, je l'ai trouvé top et maintenant beaucoup plus d'infos pour comprendre comment les consommer. Ma question porte sur l'énergie à la salle. Souvent, trop souvent, j'arrive à la salle fatigué. J'ai trouvé récemment un soda sans calories qui s'appelle Monster, pour ne pas le citer. Bon, il me met un coup de fouet et j'ai remarqué qu'en le prenant uniquement avant la salle et une fois par jour, je me trouvais plus énergique à la salle. Est-ce grave ? Y a-t-il une manière plus saine de se mettre un coup de fouet avant l'entraînement ? Merci beaucoup. J'adore ce genre de questions parce que... moi, je vais pas accuser Monster directement. Je vais vous dire l'intégralité des boissons énergétiques que vous pouvez trouver, que ça soit saine, pas saine, édulcorée, pas édulcorée, tout ce que vous trouvez qui va vous mettre un coup de boost. Donc les boosters que vous pouvez acheter sur les sites de musculation, les boissons énergisantes, tous ces trucs-là. Sachez une chose que pour entre 80 et 90% dans 80 à 90% des cas, c'est, quand ce sont des choses légales, c'est la caféine. Donc, ces effets que tu ressens de boost avant d'aller t'entraîner, tu pourrais les obtenir avec un café, voire parfois avec un thé, ou, enfin voilà. Donc déjà, voilà. Donc, t'as une version plus saine, oui, du thé ou du café bio. Voilà. Mais après, fais attention à une chose, ça reste des produits transformés, ces trucs-là. Et tu peux avoir... Moi, j'en parlais il y a quelques années avec une personne que j'apprécie, qui aimait beaucoup les boosters et tous ces trucs-là. Et moi, vu que j'avais un peu de recul là-dessus, j'ai utilisé moi aussi des boosters, vous savez, No Explode, ces trucs-là, quand c'est arrivé en France. À l'époque, il y avait encore pas mal de magazines de fitness et tout ça. Il y avait beaucoup de publicité pour ces trucs. Bon, bah, on teste ça. C'est vendu avec les pots de protéines dans les mêmes rayons. On achète ça, on teste. Et c'est vrai, ça met un coup de fouet. Mais qu'est-ce que ça traduit ? Ça traduit que on arrive finalement à la salle où on a un niveau de forme qui est pas top et donc on se booste artificiellement. Bon. Déjà c'est pas forcément l'idéal puisque ces trucs-là boostaient fort, hein. Quand je vous dis booster fort, c'était l'équivalent, je crois, de 3 ou 4 expressos par dose, c'est pas rien quoi, hein. C'est quand vous avez 200 mg de caféine dans une dose, un petit café, c'est je crois 70-75 mg de caféine selon la nature du café et tout ça, hein. Donc on est quand même sur des doses assez importantes de caféine. La problématique, c'est que quand vous vous habituez à ça, non seulement ces trucs-là font moins effet, mais aussi vous devenez dépendant. C'est-à-dire que cet état que vous avez, parce que dans les boosters, ils mettent d'autres trucs qui vont vous picoter, tout ça. Enfin, et donc du coup, vous pouvez avoir un effet un peu euphorique. Quand vous avez plus tout ça, c'est compliqué de s'entraîner. Et moi-même, je l'ai connu. Hein, je me souviens, ça devait être en 2013, 2014, quand j'ai dit mais c'est pas sain de prendre ce genre de truc régulièrement parce que quand tu l'as pas, tu sens que t'as pas la même gouache quoi. Donc du coup, j'ai dit terminé. La seule booster que je prendrai, ça sera un petit café de temps en temps si j'en ai besoin. Et aujourd'hui, j'en prends même plus avant l'entraînement. Donc c'est pour vous dire. Mais par contre, ça renseigne sur l'état physique que tu as quand tu arrives à l'entraînement. Pour te répondre à ta question, essaie de voir si la transition entre ton entraînement et ta vie professionnel avant, en fait ce que tu es en train de faire l'heure d'avant ton entraînement et le démarrage de ton entraînement, et essaye d'avoir quelque chose où tu t'es plus debout, etc. Pourquoi ? Parce que souvent c'est parce que la transition est trop violente. Par exemple, je sais pas, je te dis une bêtise, t'es chauffeur poids lourd, tu viens de passer 4 heures à conduire et puis tu poses ton camion devant la salle de sport pour aller t'entraîner. Ton corps en fait il est pas prêt à l'effort en fait. Le corps s'adapte en fait à ton truc. Il a mis tous les trucs, tu sais, un peu tout en pilote automatique, tranquille, peinard. Il bouge pas trop son corps, il sollicite pas trop ses muscles. Donc du coup, on est un peu au mode repos. Et ça se ressent au niveau énergétique. T'as pas la gouache énergétique, tu te sens pas vif quand t'es longtemps assis. T'as bien vu, tu fais la sieste ou tu te poses sur ton canapé, tu te lèves de ça, t'es un peu léthargique, c'est normal. Par contre, tu fais un déménagement. Au début, c'est un peu dur, mais au bout d'une heure de déménagement, tu sens une forme d'énergie et de vitalité que tu n'avais pas avant. Pourtant, ça fait déjà 1 heure que tu déménages ou que tu manipules des objets lourds. Et ben ça, alors attention, si tu fais de la musculation très très intense, au bout d'1 heure, t'es rincé. Mais quand t'es dans la juste activité, tu te rends compte qu'il y a une forme d'inertie du mouvement qui pousse la vitalité toujours un petit peu plus à partir du moment où le mouvement est conservé. Donc, essaye de réfléchir à des stratégies qui, durant l'heure avant ton entraînement, vont te mettre progressivement
en mouvement. Donc si par exemple tu as un travail de bureau où tu es assis, eh ben je sais pas, le dernier coup de fil que tu passes à un client ou les mails que tu es en train de traiter ou quoi, essaye de te mettre debout, tu vois, tu prends ton PC ou je sais pas, t'essayes de te mettre en mouvement en fait. Par n'importe quel moyen, mais d'essayer de solliciter un petit peu tes muscles pour que la connexion commence à se faire, que l'énergie commence à monter, et donc du coup que tu puisses jauger exactement quand tu arrives à la salle si c'est de la vraie fatigue ou si c'est juste de l'inertie d'inactivité en fait. Voilà. Donc voilà, je m'arrête ici pour ce podcast, 43 minutes, ça commence à faire un peu long. Allez voir la formation sur les épaules. Honnêtement, ça vaut le détour si vous avez à la fois des douleurs, mais surtout si vous avez du mal à arrondir vos épaules et à gagner un peu en largeur. Dites-vous une chose, c'est que largeur d'épaule, plus vous êtes large d'épaule, plus vous aurez une taille fine, même si à la base vous avez une taille épaisse. Donc c'est important de travailler ses épaules de ce côté-là, et pour les femmes également. Donc allez voir les liens que je vous ai mis dans les notes de l'émission, et on se retrouve sinon la semaine prochaine. Salut. Non, ne t'inquiète pas, c'est pas chez toi que ça sonne, c'est ici. En fait, c'est juste pour attirer un petit peu ton attention et te dire que tu as devant les yeux, en description de cet épisode, plusieurs liens, dont un pour aller noter mon podcast avec des petites étoiles sur la plateforme que tu préfères, iTunes, je sais pas quoi, Spotify, etc. Mais également, tu peux aller retrouver tous les liens que j'ai cités dans l'épisode. J'ai essayé de faire des descriptions avec tous les liens, comme ça au moins ça vous donne des accès directs à toi et à tous ceux qui m'écoutent, de manière à pouvoir trouver directement le contenu. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à t'abonner sur la plateforme de podcast que tu préfères. Et c'est toutes les semaines à 8h du matin, le mardi. Bye bye.